bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Hamza Fassiferi. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes député bruxellois, vous êtes aussi vice-président du CDH et aussi conseiller communal à la ville de Bruxelles. Justement, à propos de la ville de Bruxelles, avec Madrid et avec Paris, le bourgmestre de la ville de Bruxelles est à Luxembourg aujourd'hui pour plaider devant la Cour de justice européenne. Il veut attaquer les normes d'émission des automobiles devant la justice européenne, parce qu'il trouve que ces normes européennes sont beaucoup trop laxistes. Alors, quelle est votre réaction? Je vous en propose trois. La première, c'est courageux, mais irrecevable. La deuxième, c'est démago, mais recevable. Et la troisième, c'était à Céline Frémaux de s'en charger. Alors... C'est pas démago, je ne vais pas critiquer l'action, je pense que c'est bien de le faire, je soutiens la démarche, c'est très bien, et s'ils aboutissent, c'est tant mieux. Ça montre en tout cas que les autorités publiques, et là je sors vraiment des lignes classiques majorité-opposition, les autorités politiques et les autorités publiques se rendent compte maintenant que dans tous les domaines d'action et avec tous les leviers, on doit aller dans la même direction, c'est l'amélioration de la qualité de vie et donc la qualité de l'air. On en parle depuis des années, mais on n'arrivait pas forcément à identifier, à se rendre compte à quel point c'est des choses qui sont dans notre quotidien. Donc ça fait des années maintenant qu'il y a des mesures qui sont prises. Vous avez cité Céline Frémaux, ça fait quelques années qu'il a pris un certain nombre de mesures. Certaines entrent en vigueur cette année, comme la zone basse émission. Ça, c'est quand même quelque chose de très important. Je dis en un mot ce que c'est la zone basse émission. Depuis le 1er janvier 2018 et progressivement jusqu'en 2025, les plus vieux véhicules diesel vont être progressivement interdits du territoire bruxellois, tout simplement, partout sur Bruxelles. Et ça a un impact très important sur la baisse de la pollution et la diminution des polluants, parce qu'on élimine de la circulation progressivement les plus polluants jusqu'aux meilleures normes les plus modernes. Donc ça fait quelques années qu'il y a un certain nombre de mesures de ce type qui sont prises. Tant mieux si aujourd'hui les différentes villes européennes et la ville de Bruxelles aussi se joignent à ce mouvement. Mais l'essentiel à retenir pour moi, c'est qu'il faut un effort de tous les leviers publics dont on dispose avec un objectif, c'est vraiment une vie bas carbone. Il faut éliminer tout ce qui vient de ces énergies qui sont vraiment destructrices pour la santé, pour l'environnement. Mais l'Europe est trop laxiste? C'est ça un peu le résumé de la situation aujourd'hui? Oui, alors la Commission européenne a essayé de trouver une mesure qui finalement mettait très haut la barre des normes européennes, donc très strictes. Mais les constructeurs, n'arrivant pas à atteindre ces normes, se sont mis à tricher. On se rappelle du Dieselgate de Volkswagen et de tous les autres. Et donc, la norme étant très stricte, eux n'avaient pas d'autre choix finalement que de tricher. Je ne suis pas en train de les excuser, mais c'est ce qu'on a constaté. Et faisant face à cette situation, la Commission n'a rien trouvé de mieux que d'être un peu plus souple avec ses propres normes. Bon, je n'aurais pas fait ce choix-là, ça ne va pas, mais laissons les normes européennes là où elles sont. Il y a une action possible au niveau régional, comme je vous ai dit, la zone basse émission, avec un objectif qui est zéro diesel, la sortie totale du diesel à Bruxelles avant 2030. Et à ce moment-là, quel que soit l'assouplissement des normes, quelle que soit la norme, la question ne se posera plus, on aura éliminé le diesel du territoire. On voit que cette problématique de la qualité de l'air à Bruxelles, ça commence à prendre de plus en plus. Il y a des écoles qui manifestent, il y a les cyclistes qui manifestent. On sent qu'il y a une vraie prise de conscience de cette problématique de pollution. Oui, et c'est tant mieux. Il y a des ONG et la société civile qui participent aussi à sensibiliser les citoyens et la population en général. C'est le cas de Greenpeace qui a publié récemment une étude qui examine la pollution aux abords des écoles et à l'intérieur d'ailleurs des écoles. Et donc là aussi, il y a un certain nombre d'actions qui étaient programmées mais qui prennent un peu plus de visibilité. Tant mieux. Par rapport à cela, nous, on souhaite que pour la prochaine législature à la ville de Bruxelles, on puisse développer beaucoup plus qu'aujourd'hui le ramassage scolaire. Ça, c'est quelque chose qui a existé dans le passé. Les rangs, pour les piétons, ou même à vélo, ou même le ramassage en bus scolaire, qui se fait de manière très limitée à l'école européenne ou dans certaines écoles à gauche ou à droite, parce que c'est vrai que le coût est important. Mais nous souhaitons qu'à la ville de Bruxelles, les écoles de la ville mènent des expériences pilotes de ramassage scolaire, où la commune finance une partie importante du coût pour permettre aux parents d'abord de donner une sécurité de transport à leurs enfants et puis de ne plus utiliser la voiture pour que leurs enfants aillent à l'école. Ça, c'est une mesure novatrice et qui peut, à mon avis, avoir un vrai effet sur la santé et aussi sur la mobilité et sur le trafic. Alors, on reste dans la ville de Bruxelles avec cette décision du conseil communal d'accélérer les travaux du piétonnier en débloquant 1 600 000 €. Est-ce que c'est de la démagogie pure ou bien c'est de la bonne gestion pure? Mais ça, c'est la farce.
Et c'est la farce qui continue. Ce piétonnier est un échec terrible pour la majorité. Alors maintenant, ils disent qu'ils accusent des retards à cause de recours, de commerçants. C'est pas vrai? Si, mais pourquoi il y a eu ces recours? Par manque de concertation. Parce qu'on a fermé les yeux, les oreilles, on n'a pas voulu entendre et voir les cris d'alarme des commerçants, des habitants, des riverains et des citoyens qui se posaient beaucoup de questions sur un projet qui est très important, mais qui aurait nécessité une concertation et une adhésion forte. Ils n'ont pas voulu suivre ce chemin, donc il y a eu du retard suite à des recours. C'est encore le droit démocratique d'introduire des recours. Et aujourd'hui, ils font payer les citoyens leur méthode d'absence de concertation. Et ça ne va pas. C'est une farce et ça ne va pas du tout dans la logique démocratique qu'ils utilisent, de ne pas écouter les gens mais de les faire payer quand même. Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il fallait faire maintenant? Surtout ne pas accélérer les travaux? Mais faire en sorte qu'il n'y ait plus d'obstacles, comme il y a encore eu la semaine dernière, où, à force de vouloir faire plus vite que la musique, ils ont placé les pavés de travers, ce qui a de nouveau eu un surcoût et un retard sur les travaux. Ils ont dû les retirer et les replacer dans le bon sens. Franchement, on est où? Alors, en matière d'espace public, j'ai vu que vous aviez déposé un texte, mais c'est au Parlement, cette fois-ci au Parlement bruxellois, sur les espaces publics numériques. C'est quoi? C'est essayer de reconnaître le Wi-Fi un peu partout dans l'espace public? C'est plus que ça. En fait, nous sommes dans un monde numérique aujourd'hui avec une fracture numérique qui est importante. Au début, la fracture numérique, c'était des gens qui n'avaient pas accès à un ordinateur ou à une connexion. Aujourd'hui, c'est des gens qui ont cet accès-là, mais qui ne savent pas forcément comment s'y retrouver dans ce monde numérique. Et donc, il y a des structures qui existent dans différentes communes, qu'on appelle les espaces publics numériques, mais qui vivotent de subsides ponctuels, d'un petit soutien de la commune, qui n'ont pas de soutien financier pérenne. Or, ils ont un rôle essentiel, à mon sens, pour que nos populations réussissent la transition numérique dans laquelle nous sommes engagés. Et donc, mon idée avec ce texte, c'est de pousser le gouvernement à dégager des moyens pour pérenniser, former les animateurs, donner un soutien structurel, avoir des salaires pour ces personnes et du matériel, et que tout le monde puisse avoir accès à ces espaces publics numériques. On verra si Bianca de Batz vous entendra là-dessus. Alors, en matière de qualité de vie, on parlait de pollution, parlons un peu de ces jours de congé pour grands-parents. C'était lancé par votre parti, par le CDH. Alors, on a du mal avec les pensions. Est-ce que c'est vraiment important de penser à des congés pour les grands-parents maintenant? C'est vraiment essentiel. Bien sûr, comme humaniste, pour nous, ce qui est important, c'est que l'être humain, dans sa vie familiale, qui est une composante importante de l'épanouissement des personnes, eh bien, il puisse s'y retrouver, il puisse gérer l'équilibre entre vie professionnelle et vie familiale. Pour nous, c'est important. Et donc, on essaie de trouver des solutions qui rendent ça possible. Alors, quand on dit aujourd'hui, on propose aux grands-parents un congé pour s'occuper de leurs petits-enfants, ce sont les grands-parents qui sont toujours au travail. Ce ne sont pas les pensionnés. Ouais. Donc et ça, c'est la vie qui a fait qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui travaillent plus longtemps, qui vivent plus longtemps, tant mieux, mais qui sont toujours au travail quand leurs propres enfants ont des petits. Et souvent, ces jeunes parents font appel aux grands-parents, travailleurs toujours, pour donner un coup de main, etc. Ce n'est pas toujours facile à concilier. Et donc l'idée, c'est d'offrir cette possibilité. Ce n'est pas une obligation, c'est une possibilité, une dizaine de jours par an, que les grands-parents peuvent utiliser. Ils doivent justifier que c'est pour s'occuper de leurs petits-enfants. Et donc, ils ont droit à ces congés supplémentaires pour s'occuper de leur famille, permettre à leurs enfants, alors, de travailler ou d'avoir leur vie professionnelle aussi qui continue, et permettre aux petits-enfants d'avoir un accueil familial quand, par exemple, une crèche est fermée pour raison pédagogique, journée pédagogique, ou quand il y a grève, ou d'autres raisons. Mais tant qu'à faire, pourquoi ne pas donner ces congés supplémentaires aux parents directement? Alors, il y a un certain nombre de congés qui existent pour les parents. Et donc là, c'est pour un profil de public qui ne disposait pas de ce type de congé et pour une réalité qui se développe aussi numériquement. Mais pour les parents, il existe des congés parentaux, il existe des congés pour convenance personnelle. Donc il y a un certain nombre de choses qui existent. Mais pas pour les grands-parents. C'est ça la nouveauté. Et je pense que ça répond à une situation réelle de la vie des familles. Alors, il y a aussi un débat important dans la société qui est le débat sur l'avortement et la sortie de l'avortement du Code pénal. Le CDH était un petit peu en dehors de ce débat-là et là, on a annoncé officiellement cette semaine que Catherine Fonck et le groupe CDH au Parlement fédéral déposaient un texte. C'était le 7e parti à déposer un texte là-dessus. Et le texte, finalement, c'est d'accepter de sortir l'avortement du Code pénal
mais avec des sanctions, évidemment, si on était au-delà du délai de 12 semaines. Donc Alda Gréoli, quand elle a dit que le CDH était d'accord de le sortir du code pénal, elle avait raison à ce moment-là. Bien sûr. Alors la difficulté dans un débat télé, elle n'a pas changé d'avis. On a précisé les choses dans un texte de loi et c'est pour ça qu'on a déposé une proposition de texte. C'est un sujet très important, évidemment, qui touche tout le monde. Et donc, on a vu dans ces différents textes un certain nombre de choses qui étaient ramassées en disant on va sortir l'avortement du code pénal. Mais quand on examinait les textes, on constatait que ce n'était pas que cela. C'était, par exemple, autoriser un avortement au-delà de 12 semaines. Oui. Certains textes proposent même 20 semaines, parfois jusqu'à terme. Et ça, c'est quelque chose pour nous qui n'est pas acceptable. Parce qu'il y a le droit de la femme, bien sûr, de disposer de son corps, c'est l'évidence. Et c'est pour ça qu'on est d'accord de sortir du code pénal et donc de la sanction pénale, l'avortement, lorsqu'il se fait en deçà des 12 semaines et lorsqu'il est le choix de la femme elle-même, bien sûr. Mais on ne souhaitait pas ouvrir la porte pour allonger les périodes parce qu'on estime qu'au-delà de 12 semaines, et c'est aussi médical, ce n'est pas une réflexion en chambre, au-delà de 12 semaines, l'embryon devient un fœtus et c'est un enfant en devenir. Et donc, il y a une question éthique très importante et très forte, et personne n'a la vérité absolue, qui met en balance le droit de la femme d'une part et le droit de l'enfant en devenir de l'autre. En dessous de 12 semaines, tout le monde est d'accord pour dire la question ne se pose plus, d'ailleurs, on dépénalise. Mais après 12 semaines... Non, ce n'était pas le cas. Il y a des partis qui ne sont pas d'accord là-dessus. Nous, côté CDNV... Nous, en tout cas, on est d'accord. Oui. Nous, en tout cas, on est d'accord. Donc, vous alliez à une espèce de majorité alternative... pour la sortie Alors déjà, dans les pénal. faits, les sanctions n'étaient pas appliquées. Donc c'est bien aujourd'hui, symboliquement, on sort définitivement. Voilà. Savez, hein. Donc il faut le sortir, il ne faut pas culpabiliser les femmes qui sont dans cette situation et qui décident d'avorter. C'est un choix évidemment de vie. Et donc, une fois pour toutes, on règle la question de la culpabilité, du sentiment de culpabilité et on conforte cette liberté fondamentale. Au-delà de 12 semaines, c'est une autre histoire. Il y a cette question du fœtus, cette question de l'enfant en devenir, qui a alors des droits, et il faut trouver l'équilibre entre les droits. Et c'est pour ça qu'on a posé ce texte, je pense, équilibré et sage, où en dessous de 12 semaines, on dépénalise, au-dessous de 12 semaines, il reste des conditions très strictes, notamment de suivi médical. Merci Hamza Fassifiri. Demain, c'est Stéphanie Meyer qui Merci présentera l'interview. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous. Merci.